rêver d'un monde où on serait tous les mêmes. Mais c'est qu'une histoire de monnaie. La seule différence se fait si t'as bien bossé. Salut, je reviens sur ma chaîne YouTube que j'avais un peu désertée. D'ailleurs, j'ai supprimé toutes mes premières vidéos dans lesquelles j'avais pas encore de micro parce que je trouvais que la qualité sonore était vraiment pas ouf. Donc voilà, je les ai supprimées. Je suis en train de lire un livre de Françoise Vergès que je trouve vraiment passionnant. Ses raisonnements et ses interrogations font vraiment écho avec l'actualité. Le fémonationalisme décrit l'exploitation de thèmes féministes par des nationalistes et des néolibéraux islamophobes, qui peuvent être dans le même temps anti-immigration, et la participation de féministes ou de fémocrates à la stigmatisation des hommes musulmans. Faris utilise aussi la notion de nationalisme fémocratique. En analysant cette convergence, Faris étudie d'une part les campagnes de politique xénophobes et racistes soutenues au nom de l'égalité de genre par des partis d'extrême droite en Europe occidentale et celles des néolibéraux, et, d'autre part, l'engagement de féministes et de fémocrates de premier ordre pour désigner l'islam comme une religion et une culture misogyne par nature. Les campagnes fémonationalistes sont, précise Faris, inséparables de la reconfiguration du travail dans les années 1980, particulièrement dans l'industrie du soin à la personne. Afin de faciliter l'entrée des femmes migrantes et musulmanes dans ce marché, le fémonationalisme développe l'argument suivant. Ces femmes, essentiellement musulmanes, doivent être sauvées de la domination masculine dont la brutalité est inhérente à leur culture, et leur émancipation ne peut émerger que si elles sont encouragées à entrer dans le marché néolibéral du travail. Les métiers qui les attendent, femmes de ménage, prise en charge des personnes âgées, garde d'enfants ou employés dans l'industrie des services de nettoyage, sont supposés leur faire gagner de l'autonomie et permettre aux femmes des classes moyennes européennes d'accéder à une vie professionnelle. Les féministes blanches, qui soutiennent ces campagnes, trouvent naturel d'inciter des femmes à occuper des fonctions que le féminisme, en son temps, a dénoncées comme aliénantes et que la domination masculine a réservées aux femmes. Arrête, dis la vérité. Je suis né là, mais t'es toujours terrifié. Arrête, dis la vérité. Tu sais que je suis là, tu fais toujours l'étonner. J'arrête, je dis la vérité. Donc ce qu'il y a, c'est que Françoise Vergès, pendant très longtemps, elle a refusé le terme de féministe, elle n'a pas voulu se qualifier elle-même de féministe. Il y a un certain courant féministe des années 70-80, en fait, qui a été pensé en même temps que la restructuration de la société française après, dans cette société en fait post-coloniale, avec cette France qui avait perdu son empire colonial. Et donc il y a un certain féminisme des années 70-80 là qui a tenté en fait d'aller avec le pouvoir et de lisser un peu les figures qui pouvaient être des figures majeures comme Rosa Parks ou des figures parfois moins connues indépendantistes de femmes qui avaient lutté. Et donc on a ce féminisme-là qui est un féminisme blanc plutôt bourgeois, enfin un féminisme bourgeois blanc qui pensait en fait la libération non pas des femmes mais de certaines femmes, et ça c'est intolérable. Voilà, qui était un féminisme finalement blanc et bourgeois qui se pensait en tant que tel sans penser aux autres sœurs qui étaient en France ou issues des colonies. Donc ces femmes-là voulaient arriver, si on veut, au même niveau que les hommes qui avaient écrasé les personnes racisées, les colonisées, et les femmes, pour arriver jusque-là, à leur tour, elles voulaient en fait aspirer à ce même niveau de vie, à cette parité en termes de salaire, en termes de droits, etc., mais sans penser à toutes les autres sœurs et en continuant à perpétuer des dominations. Donc ça, c'est absolument pas possible. Et donc Françoise Vergès, qui n'avait jamais voulu se qualifier en tant que féministe, s'est rendue compte au bout d'un moment que en France, la droite et l'extrême droite commençaient à s'approprier même carrément ce terme de féministe sans que ça pose problème. Pour devenir un mouvement légitime et non une idéologie marginale, pour être admis dans les couloirs du pouvoir, pour convaincre État et capital qu'il existait un féminisme qui non seulement n'était pas une menace, mais pouvait devenir une arme idéologique et politique, le féminisme civilisationnel devait transformer le féminisme militant en remplaçant son adversaire d'alors, le patriarcat blanc, l'État et le capital, par l'islam. Il s'agit donc en France de transformer le MLF,
déjà affaiblie du fait de l'institutionnalisation opérée par le gouvernement socialiste en 1981 du Parti socialiste, en un mouvement féministe qui revendique la parité, qui aspire à la libération sexuelle la plus banale, tout en exigeant la répression des travailleurs et travailleuses du sexe, et en faisant du bikini et de la mini-jupe les symboles de sa libération. C'était évidemment effacer les mouvements de femmes dans les usines, les mouvements lesbiens et queer, et les féministes anti-impérialistes, mais l'opération était nécessaire pour redonner un peu de lustre à l'idéologie néolibérale qui avait besoin de se distinguer d'un patriarcat trop encombrant, d'autant plus qu'il était associé à la droite. Cette adaptation du féminisme se joue aussi dans la réécriture du grand récit militant. Il peut par exemple s'agir de présenter une militante radicale, insultée et diffamée de son temps, longtemps sans travail à cause de son militantisme, en dame sage, en couturière timide avec son petit sac, qui affronte seule des méchants, soit Rosa Parks. Cette transformation opère plusieurs effacements, d'une lutte collective, de la personnalité d'une militante et de la structure raciste de l'État nord-américain. La lutte collective a pourtant été essentielle au développement du mouvement de l'antiracisme politique dans les années de la ségrégation nord-américaine. Le féminisme, à la base, c'est quand même ça a tout un historique qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. On ne peut pas lisser en fait toutes les figures de femmes qui ont lutté, que ce soit des figures indépendantistes contre la ségrégation aux États-Unis avec Rosa Parks ou d'autres. On ne peut pas lisser ces personnes. Elle dit qu'il y avait un engagement corps et âme, un engagement radical, et on ne peut pas en faire des figures comme ça aseptisées qu'on viendrait ajouter dans des volontés de gouverner de droite. Et voilà, on ne peut pas en faire des figures aseptisées qu'on ajouterait comme ça, comme une plus-value pour en faire ce qu'on veut. Donc non, c'est pas possible. Le féminisme et les féminismes et l'histoire des femmes et des colonisés a une histoire qu'on ne peut pas nier. Et donc c'est à partir de ce moment-là que Françoise Vergès a accepté le terme de féministe et qu'elle le défend dans un féminisme qui est multidimensionnel, c'est-à-dire qui lutterait à la fois pour le droit des femmes, mais aussi pour le droit décolonisé, déracisé, contre un esprit impérialiste en fait, qui viendrait s'approprier les corps des femmes, qui viendrait s'approprier les terres des autres, les terres de l'autre. Je suis dans la vie comme dans mes rêves, sans trêve, je voudrais que crèvent tous les artifices pacifistes. Je n'en suis pas moins en colère, j'aimerais bien que la chair se rebelle à la terre. Je rêve que les rues d'Hollywood se fendent en deux, les stars au coude à coude et les pauvres au milieu. Plus rien sur la montagne, désespoir démenti, plus rien que la complainte pathétique des nantis. Je rêve tous les soirs quand je suis dans mes songes, les visages émaciés qui s'en vont vers les tombes, les fantômes obscurs des rues sans objectif, les rêves à la chaîne d'un beau pays fasciste. Il y a dans les yeux toujours un peu d'espoir. Je veux dans le noir y croire, toujours y croire. Même les chiens n'en peuvent plus d'obéir à leur maître. Je ne serai jamais à eux. Ce matin, il fait beau et je signe avec mes doigts. Le sang d'hier qui sèche vivra à travers moi. L'organisation de l'émigration d'une main-d'œuvre féminine répond alors non seulement aux demandes créées par la réorganisation du capitalisme en France, mais aussi à la réorganisation sociale et politique dans les Outre-mer. Ce que je veux suggérer ici, c'est qu'une forme de fémonationalisme émerge en France dans un moment de réorganisation de son espace racialisé, une fois l'Algérie devenue indépendante. Les bases du fémonationalisme des années 2000 sont donc posées dès les années 1960. L'impensée des féministes métropolitaines sur le moment post-colonial, dans lequel refoulement du passé colonial, racial et réorganisation du capitalisme s'entrecroisent, est de longue date. Contrôle des migrations et contrôle des naissances, organisation d'une main-d'œuvre mobile, racialisée et féminine, restent au XXIe siècle au cœur des politiques néolibérales qui ont reçu l'aval des féministes civilisationnelles. Comme celle de la Fondation Gates qui promet de faciliter l'accès à de l'information contraceptive pour 120 millions de femmes des pays les plus pauvres d'ici 2020, en favorisant la distribution de nouvelles technologies, notamment les implants hormonaux, ou que l'on injecte. Les pays les plus visés sont l'Inde, le Nigeria et le Brésil, où le taux de stérilisation des femmes noires est élevé, 42% des femmes. Le renforcement du féminisme civilisationnel était prévisible. Si sa première vie s'est déployée à l'heure du colonialisme esclavagiste et post-esclavagiste, la période post-coloniale en France a redonné vigueur.
En faisant sienne la fiction selon laquelle le colonialisme a pris fin en 1962, le féminisme s'est leurré sur l'existence d'un vaste territoire ultramarin, issu de la période esclavagiste et post-esclavagiste, comme de la présence en France de femmes racisées. Il devient alors une idéologie complice des nouvelles formes du capitalisme et de l'impérialisme, demeure silencieux sur les interventions armées de la France dans ses anciennes colonies du continent africain, comme sur les nouvelles formes de colonialité et de racisme d'État dans les Outre-mer et en France. Et donc à ce propos, elle évoque les stérilisations forcées qui ont été réalisées à tour de bras, les avortements forcés à tour de bras, alors même que l'avortement était encore interdit à ce moment-là en France, et les médecins qui pratiquaient ça sur les femmes percevaient en fait un salaire. C'était vraiment légiféré au niveau étatique, et c'était encouragé, légiféré. Les hommes colonisateurs qui opéraient ces horreurs sur des femmes le faisaient en toute légalité et même étaient rémunérés pour ça, pour les remercier en fait de leur bon service, qui est totalement aberrant. Qu'on voit encore une fois que les dominations elles passent par les corps, on sait que la domination passe par les corps, comme s'il y avait en fait le corps des femmes de métropole qui n'avaient pas les mêmes droits que celui des hommes évidemment, qui était quand même au-dessus des corps des femmes décolonisées. Donc on le voit particulièrement ici à La Réunion avec ces avortements et ces stérilisations forcées. Donc voilà, déjà ça c'est vraiment choquant. Et ensuite elle parle du bimidum qui était à la base en fait réservé à la fois aux garçons et aux filles, mais qui très vite en fait s'est intéressé principalement aux femmes, aux petites filles. Donc c'était les enfants entre 8 mois et 12 ans qui étaient envoyés en métropole. On leur faisait miroiter évidemment un avenir meilleur, un meilleur salaire, une formation. Voilà, comme si en fait la France, comme en Algérie, comme si la France, avec sa mission civilisatrice et son grand cœur, allait régler les problèmes. Et on faisait miroiter aux familles de ces enfants-là un avenir meilleur et une formation en fait qui pourrait plus tard les amener à d'autres métiers plus valorisants. Et ce qui se passe, c'est que ces enfants donc étaient envoyés en France. Elle a des mots très durs, Françoise Vergès d'ailleurs à ce propos-là. Elle dit qu'ils sont déportés. Et d'ailleurs, il y en a qui ont été... certaines familles en fait ont eu recours au bimidum de façon volontaire. Quand on dit volontaire, on s'entend puisque n'ayant pas les mêmes accès aux mêmes droits, c'est un petit peu un acte désespéré à mon sens. Mais surtout, il y en a qui carrément des enfants qui étaient volés à leur famille et à leurs parents. Et ces enfants qui donc très vite sont devenus majoritairement des filles, venaient réaliser les tâches ingrates en fait que les personnes de métropole, que les femmes de métropole bien nées, on va dire, ne voulaient pas réaliser. Donc ces enfants-là, qui ont plus tard grandi, on faisait tous les postes ingrats qui sont très peu valorisés, qui ont très peu de droits, très peu de salaire, etc. On l'a vu récemment, encore une fois avec le Covid, que tous les petits boulots en fait qui continuer à faire vivre la nation étaient des boulots dans le care en fait qui sont attribués aux femmes. Et donc tous ces petits boulots qui sont mal rémunérés, qui sont pas du tout valorisés, qui sont la garde d'enfants, la garde de personnes âgées, toutes les petites tâches ingrates qu'on ne veut pas faire, femmes de ménage, il y en a qui travaillent dans les hôpitaux, etc. Donc ces enfants-là, à qui on a fait miroiter un avenir meilleur tout simplement, sont venus faire le sale boulot que les femmes françaises et les hommes français ne voulaient pas faire. Donc on ne peut pas en fait vouloir libérer, se dire féministe et vouloir libérer les femmes si ça concerne qu'une seule catégorie de femmes, ou si ça concerne seulement des femmes qui en fait prendraient l'exemple d'un modèle malsain, capitaliste et patriarcal. Donc si on veut être dans ce féminisme multidimensionnel dont se réclame Françoise Vergès, en citant d'ailleurs une chercheuse qui s'appelle Faris, il faut à la fois lutter pour le droit des femmes, mais en fait que ce soit pour toutes les femmes. Et on ne peut pas dire on va se libérer nous-mêmes en écrasant d'autres. C'est tout simplement, c'est impossible, c'est illogique et c'est un contresens, c'est pas possible. Et on ne peut pas non plus écraser d'autres personnes et se servir en fait de cette cause féministe en lissant des femmes indépendantistes qui avaient lutté, comme Rosa Parks, comme des Kanaks, des Antillaises, des Algériennes, en effaçant en fait toute la dimension radicale et difficile de leur vie, parce que leur engagement était total et pas du tout soutenu. Et on ne peut pas incorporer ça dans un féminisme qui serait seulement un féminisme pour certaines femmes, qui reprendra un modèle néfaste, un modèle malsain, patriarcal,
capitaliste, impérialiste, qui marcherait sur le corps des autres femmes, sur les droits des autres femmes pour y parvenir. Donc j'espère que c'est assez clair, je mettrai des inserts du livre pour peut-être préciser un peu le propos et voilà, que ce soit assez... ça vaut le coup vraiment de lire ce livre, d'acérer notre vision là-dessus, voilà, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour pouvoir mieux défendre toutes les femmes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le féminisme a quand même une tradition, comme ce qui est émancipateur de gauche, d'extrême gauche, et donc on peut pas comme ça tout mettre sur un même plan sans revenir sur les faits précis. On peut pas lisser les aspérités, on peut pas s'accaparer des indépendantistes, des femmes qui ont lutté, et les incorporer à un mouvement de droite ou d'extrême droite, fasciste. Si on veut libérer les femmes, c'est toutes les femmes. On peut pas seulement prôner une libération sexuelle, et voilà, le corps des femmes qui pourraient se mettre en crop top, en bikini, en mini-jupe, si dans le même temps on n'est pas pour le droit à disposer de son corps de la façon dont on a envie. Genre, est-ce que tu vas choisir comment je dois m'habiller? Comment je dois pas m'habiller? Si je suis une femme, comment je dois me déshabiller à la plage? D'ailleurs, tu sais, c'est pas très bien vu en ce moment de trouver qu'une femme est trop habillée. Je dis ça pour toi. Ok. On peut pas dire les femmes disposent de leur corps comme elles en ont envie, mais en fait seulement comme une certaine France postcoloniale en a envie. Donc si on soutient la disposition comme on l'entend de nos corps, ce qui est le féminisme, ça peut pas simplement être les jupes, les mini-jupes, les crop tops, la libération sexuelle, la liberté sexuelle, c'est aussi toutes les femmes en fait. Donc si les femmes veulent être voilées, ne pas revenir dessus comme si c'était problématique, ne pas se servir de ce prétexte pour faire du nationalisme et faire de certaines cultures une culture misogyne par nature, ce qui est complètement faux. Et donc à ce propos, Faris et Vergès parlent de l'islam et en fait de ce prétexte, de cette instrumentalisation du féminisme, encore une fois, pour servir des arguments postcoloniaux, puisque pour Vergès, on est encore dans une société qui n'est plus colonialiste au sens propre, mais qui est passée du colonialisme à la colonialité. Donc elle fait toute une distinction à ce sujet que je vous invite à aller voir. Mais voilà, dans cette société postcoloniale dans laquelle nous vivons, on ne peut pas seulement se dire féministe si on ne défend pas toutes les femmes et si pour arriver à la libération on doit écraser d'autres personnes, d'autres corps et si on doit exercer d'autres dominations. L'apport de ces femmes reste pourtant marginal dans le récit des luttes pour les droits civiques, devenu un mouvement pacifiant plutôt que pacifique, où la figure individuelle de Rosa Parks, héroïsée selon les codes de la narration dominante et vidée de son militantisme, prend une place hégémonique. C'est ainsi qu'après un long processus de pacification, Rosa Parks peut devenir une figure de l'exceptionnalisme nord-américain, où les erreurs sont réparées grâce aux valeurs américaines de decency et de fairness. Elle entre au panthéon américain à la condition d'être blanchie et séparée de sa communauté militante. C'est d'autant plus ironique que Rosa Parks était une militante de longue date, proche de communistes noirs nord-américains. Sa statue est inaugurée au Congrès une fois que ce blanchiment est accompli. C'est une fois débarrassées de leur féminisme radical et de leur militantisme que des femmes peuvent devenir des figures de l'histoire nationale. Ce qui est arrivé à Rosa Parks est aussi arrivé à Coretta Scott King, pourtant connue pour son opposition à la guerre du Vietnam et son militantisme radical. On ne la retient que comme épouse dévouée de Martin Luther King Jr. Quand la dépolitisation des militantes n'est pas possible, elles sont décrites comme des viragos, des extrémistes inassimilables, des femmes indignes de leurs époux, devenues entre-temps icônes, ou bien elles sont tout simplement condamnées à la disparition. Parmi les noms oubliés ou marginalisés, qu'il faut encore invoquer sans cesse, citons Claudia Jones. Militante communiste, elle a proposé une articulation pionnière entre émancipation des femmes et émancipation socialiste, a été la cheville ouvrière de la campagne en soutien aux Scottsboro Boys, de jeunes noirs faussement accusés de viol et menacés de lynchage, et s'est vue retirer la citoyenneté américaine après 2 séjours en prison. On peut aussi mentionner Winnie Mandela, toujours négativement comparée à son mari, devenu un saint pour l'Occident, qui oublie qu'il l'a longtemps traité en terroriste. Pensons aussi à Jamila Bouhired, moins assimilable que Jamila Boupacha,
car il a été impossible d'en faire une victime. Bouhired a toujours affirmé sa fierté d'avoir participé à la lutte armée contre l'État français. N'oublions pas non plus la jeune victime du 17 octobre 1961, Fatima Bédar, morte à 17 ans. Derrière la vie, mon frère pleure de me voir si triste. Dans mes rêves, ils ont tout pris, le monde crève, mais on sourit. C'est un rêve, ou ma folie, les gens rêvent, et puis oublient. Il était 5 heures et je me lève, venture dans mon lit. Je n'ai pas dormi aussi mal que depuis la nuit où j'avais rêvé avoir tué de sang-froid un homme. Femme avec une âme que j'avais trouvé là sur le sol. Mes jours se suivent et ne se ressemblent que par leurs bêtises. Je n'attise pas le feu, mais je veux qu'on me dise pourquoi la vie est une pute. Pourquoi veut-elle qu'on l'écoute pour nous pousser vers la chute avec l'amour dans les côtes. J'ai pris le métro et j'ai vu la peur dans leurs yeux. Ils ne fuient plus, ils se flippent tous et les flics courent. Celui qu'on tue, ils ne regardent plus que leur smartphone.